Voilà, merci beaucoup. Merci Ingrid pour cette présentation qui, ma foi, était très très bien, à part les quelques petits, voilà, le petit oubli. Peut-être préciser c'est vrai que ce rapport au libéralisme est toujours un peu quelque chose qu'on vient mettre en discussion hein, dans mon projet de journal. Libéralisme parfois tactique, c'est-à-dire que je crois qu'il y a des opinions antilibérales qu'il faut défendre à travers des outils libéraux. Et puis aussi, dans une certaine mesure, nous vivons aujourd'hui dans un ordre libéral. C'est la seule précision que je fais sur cette présentation. Nous vivons dans un ordre qui, qu'on le veuille ou non, est libéral. Et peut-être que s'il y a une sensibilité conservatrice à défendre, eh bien, il faut le faire en étant conscient, disons, peut-être que dans une certaine mesure, nous avons perdu la partie. Et que la reconquête passe par la reconnaissance de cette perte qui n'est pas irrémédiable, mais qui est une réalité actuellement. Voilà, c'était peut-être cette précision que je voulais ajouter avant de partir dans ma présentation. Donc ma présentation, vous le voyez, alors, vous la voyez bien, je ne sais pas, comme je n'ai pas encore des dons de contorsion, donc voilà. Vous voyez que je l'ai appelé « Résister au wokisme » avec des guillemets. Oui. Peut-être qu'il faudrait monter un peu pour les personnes derrière, je ne sais pas si c'est possible ou si c'est très compliqué. Est-ce que tout derrière, ça vous pose aussi problème ou ça vous va? Je crois qu'on a des grands derrière. Ça va, bon, alors. D'accord, alors allons-y. Vous voyez que j'ai mis des guillemets à wokisme. Ces guillemets ne sont pas innocents. Moi, j'aime pas quand on met des guillemets pour tout et n'importe quoi. Donc pourquoi je mets des guillemets à la notion de wokisme? Parce que ce que je veux vous présenter, ce que je veux vous démontrer dans cette présentation, c'est que la notion de wokisme recouvre des réalités qui parfois n'ont aucun rapport entre elles ou ils ont une vague sensiblerie tout au plus. Mais je crois qu'il y a des contradictions fondamentales dans les diverses réalités qu'on va faire entrer, un peu comme on ferait entrer, vous savez, dans ces jouets pour enfants, quand on en fait rentrer un rond dans la forme carrée, ce genre de choses. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est du même ordre dans la notion de wokisme. Donc on va faire exactement comme le font nos adversaires, on va déconstruire le wokisme. Et puis, pourquoi nous allons le faire dans une perspective catholique? Qu'est-ce que ça change? Comme vous le savez, il y a de plus en plus de livres qui sortent aujourd'hui contre le wokisme. On voit sur notre télé ou notre radio d'État des invités qui désormais parlent des dangers du wokisme. Seulement, les gens qui font ça, les gens qui sont invités pour le faire sont très prudents et le font toujours dans une perspective qui n'est pas la nôtre, parce que leur perspective philosophique est une perspective qui est fondamentalement libérale. Elle est irriguée par une croyance dans les progrès de la science qui va nous amener vers enfin un paradis sur terre débarrassé des scories religieuses, etc. Et combattre, comme je vais vous le montrer, dans une perspective conservatrice et dans une perspective catholique, qui est la mienne, eh bien c'est une autre disposition d'esprit. C'est une autre, on s'appuie sur un autre héritage, on s'appuie sur d'autres valeurs. Donc voilà pour l'explication de ce sous-titre. Peut-être quelques notions, alors c'est un slide, j'ai vu que ma femme avait sauté sur place auparavant, puisqu'elle a déjà eu ma présentation ce matin, et à 11h30, cette slide n'était pas encore dans mon PowerPoint, donc je l'ai faite juste à l'instant, mais je ne me suis pas planté, elle est bien prévue. L'idée pour nous est d'apprendre à combattre dans la charité. Alors la charité est une vertu chrétienne fondamentale, mais c'est aussi quelque chose qui est utile pour nous. C'est-à-dire que souvent, quand on n'est pas soi-même woke, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejeter sur une dérive universitaire, un délire d'universitaire aux cheveux bleus, vegan, etc. Tout ce que nous ne sommes pas, une disposition d'esprit qui nous paraît complètement d'hurluberlu, quoi, si vous voulez. Or, ce que je veux vous montrer, c'est que nous sommes tous susceptibles d'être woke, en quelque sorte. Nous avons tous en nous-mêmes des dispositions d'esprit qui font qu'on peut être sensible à tel ou tel aspect de ce discours. Et donc, au lieu de se rassurer en disant « Ah ben nous, on est dans le bon camp, on est dans le camp, on a la tête sur les épaules, on n'est pas comme eux », ce à quoi je veux vous rendre attentif, c'est que vous aussi, vous êtes susceptible d'être touché par ça. Et pourquoi je prends cet exemple de Solzhenitsyn? Solzhenitsyn a fait tomber le régime soviétique, pas lui tout seul, mais quand même pour une large part, non seulement en décrivant ce que les autorités soviétiques avaient fait d'épouvantable, mais en montrant comment lui-même, qui avait été communiste, avait pu croire à ce discours, comment lui avait pu être séduit par ça.
Et donc, dans la critique d'une idée qui nous est antipathique, il faut montrer, il faut avoir conscience que nous-mêmes, nous pouvons y prendre part, nous-mêmes, sans le vouloir, parfois, nous allons la pousser plus loin. Et donc, à ce titre, la figure de Solzhenitsyn disant, alors je ne vais pas dire que c'est mon saint patron, hein, on serait mal placé en ces lieux, mais c'est quand même un exemple intellectuel que nous pouvons suivre dans cette intégrité, dans cette honnêteté fondamentale. Et puis, elle me pousse à être dans une posture un peu particulière, parce que je ne suis pas là, moi, pour vous rassurer. Je suis là pour vous dire que vous aussi, vous êtes en danger, et moi autant que vous. Donc on va arriver à une première définition de ce qu'est le wokisme. Pour ça, on va s'appuyer sur un livre qui est sorti l'année dernière chez Grasset, et ce livre s'appelle « La religion woke » d'un auteur qui s'appelle Bronstein. Bronstein est un philosophe, un épistémologue, donc un spécialiste de la philosophie des sciences, et puis il a sorti ce bouquin qui lui a valu beaucoup d'invitations. Par exemple, Le Figaro allait l'inviter, enfin la grande presse de centre-droite allait l'inviter, parce que c'est prudent, parce que cette personne s'oppose au wokisme, donc on est content parce qu'on est de droite, mais en fait elle ne remet pas en question tout l'édifice qui permet au wokisme d'exister. Et donc cet auteur, il amalgame trois réalités très différentes sous ce vocable, sous ce terme de wokisme. La première d'entre elles, c'est la théorie du genre. Donc la théorie du genre, c'est cette idée que votre rapport à la masculinité ou à la féminité est quelque chose qui est totalement construit socialement. C'est la distinction entre le sexe et le genre, où le sexe, qui est un donné biologique, à savoir que vous êtes un homme ou une femme, finalement a beaucoup moins d'importance que les représentations que vous faites de ça. Donc pour chacune de ces notions, on va un petit peu les élargir pour voir comment ça fonctionne. La deuxième notion, c'est ce qu'il appelle la théorie critique de la race. C'est toutes ces questions de privilèges blancs, d'appropriation culturelle. Vous connaissez sans doute ces termes. C'est par exemple le blanc qui fait des rouleaux de printemps. Eh bien, il est dans l'appropriation culturelle, puisque en tant que blanc valaisan, eh bien, il doit manger des raclettes et des fondus. Ce qui est déjà un programme pas mal, hein, mais ça restera un petit peu le champ des possibles, évidemment. Et puis, en dernier lieu, la dernière réalité, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie du point de vue, c'est-à-dire la critique à l'université de savoir situer. C'est-à-dire que si vous dites que 2 et 2 font 4, eh bien vous n'êtes pas en train d'affirmer une platitude élémentaire qui vous aide à réaliser des actions de tous les jours, comme d'aller acheter votre pain à la boulangerie, mais vous affirmez une science blanche en quelque sorte. Vous affirmez, à travers ce que vous croyez être une réalité neutre, vous affirmez vos privilèges, c'est votre blanchité qui s'exprime à travers vous, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est la troisième réalité, et ça paraît complètement dingue, mais on a par exemple des gens qui s'opposent à l'enseignement de la musique classique parce que ce serait une musique intrinsèquement blanche et donc discriminante, etc., etc. On va commencer par approfondir un tout petit peu cette notion de théorie du genre. Alors, vous voyez que j'ai mis théorie du genre et homme on sein. Alors je suis un piètre dessinateur, donc l'image n'est pas de moi. Cette image a été diffusée par le planning familial en France. Il y a quelques années, ce qui est déjà tout un programme, hein. Et donc il y a quelques années, le planning familial avait fait polémique en ne parlant plus de femmes enceintes, mais en parlant des personnes enceintes. Et il s'agissait de déconnecter l'idée de maternité, ou de grossesse, de la masculinité. Et à ce moment-là, on avait une réaction très très forte dans la société et dans les médias. Et ce qu'on voit, c'est que 2 ans plus tard, le planning familial revient avec des images d'hommes enceints. Et la posture du planning familial était importante également, puisque le texte qui accompagnait cette image, le texte nous disait « Nous, au planning familial, nous savons qu'il existe aussi des hommes enceints ». Et donc ces gens allaient affirmer, allaient vous ouvrir les yeux. Ils étaient dans un élan messianique. Vous étiez aveugles, et eux, qui étaient des prophètes de la modernité, allaient vous apprendre le progrès. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouvais que cette image était assez emblématique de cette théorie. L'idée de la théorie du genre, elle explique que le sexe qui est le vôtre n'est pas le résultat d'un constat objectif au moment de votre naissance, mais le résultat d'une attribution, d'une assignation. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme, le sexe qui m'a été assigné à la naissance. Comme si le fait que vous soyez un homme ou une femme
n'était pas simplement une réalité qui a été observée à l'hôpital, mais une décision, une volonté en quelque sorte du corps médical de vous donner un destin biologique. Alors évidemment, ça paraît comme ça, on se dit mais comment on peut arriver à de telles conclusions? Et ce qui est à l'origine de tout ceci, eh bien, c'est une exception qui est utilisée pour déstabiliser tout l'ensemble. C'est la situation des personnes intersexuées, qui sont des cas très rares, mais qui existent. C'est des personnes, évidemment, qui ne peuvent rien à leurs conditions biologiques. Mais cette exception, qui, dans le sens commun, l'exception confirme la règle, pardon, eh bien, dans cette logique-là, l'existence d'une exception allait nous démontrer que la sexuation de l'espèce entre hommes et femmes, qui est une réalité structurante pour toutes les civilisations depuis le début de l'histoire de l'humanité, était une construction sociale. Donc on s'est appuyé sur quelque chose de marginal, mais qui existe, et avec des personnes qu'il faut évidemment aider, mais on s'est appuyé sur la situation de ces personnes qui n'ont rien demandé pour déstabiliser quelque chose qui est structurant à l'échelle d'une civilisation. Et puis la théorie du genre, elle promeut l'idée d'une mobilité constante entre les genres. L'idée d'une aujourd'hui je suis un garçon, demain je peux devenir une femme. Et c'est pas uniquement ou vice versa, et osciller, être à 11h un garçon, à 3h un kangourou, enfin bon. Et tout ça est important parce que c'est pas des délires de gens qui ont lu trop de livres, si vous voulez, c'est enseigné dans les classes. Et vous, je veux dire, c'est pas du conspirationnisme. Nous, on a reçu à la maison, on a des enfants, et on a reçu à la maison des feuillets de l'association qui allait venir parler en classe à nos enfants dans le cadre des cours d'éducation sexuelle. Et puis, au lieu des logos, vous connaissez les logos avec la flèche qui désigne sur le rond, qui désigne l'homme, la croix sur le rond qui désigne les femmes, eh bien, on se retrouvait avec des logos où les deux cohabitaient, où les deux se chevauchaient. Et puis, dans mon travail de journaliste, j'ai appelé cette fondation, cette association, je leur dis, mais qu'est-ce que ça signifie ça? Puis on m'a dit, oui, alors ça c'est le logo by gender, donc comme toutes les absurdités, c'est en anglais. Hein. Et donc, on voyait que quand des spécialistes, allaient parler à des enfants de 6 ans, c'était pour leur apprendre que demain ils pouvaient devenir une fille. Voilà. Et simplement parce que la projection qu'ils se faisaient de leur être au monde primait sur la réalité biologique. Et ça, c'est une constante qu'on va voir dans tous ces exemples. C'est cette idée d'un monde fantasmé, d'un monde imaginaire dans lequel nous vivons. Et c'est ce monde, malheureusement, qu'on enseigne aujourd'hui aux enfants dans les classes, dans l'enseignement public, et j'ajouterais avec vos impôts. Cette théorie du genre, elle est aussi, je crois, synonyme d'un règne de l'hypersensibilité et d'une hypersusceptibilité. Je vais vous donner un exemple avec un tweet qui est de cette semaine. Donc la dame qui a tweeté ça, Karine Thibault, est porte-parole de Greenpeace. Bon, en gros, elle doit sauver les éléphants. Bon, j'exagère un peu, mais je veux dire, elle est pas sur des théories normalement qui ont trait aux questions de genre. Et qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous explique, donc c'était à l'occasion, vous savez sans doute que cette semaine, vous avez peut-être vu qu'il y avait des drapeaux LGBT sur tous les hôtels de ville et les bâtiments officiels. Eh bien, c'était pour une journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie, etc. Et puis, ce jour-là, cette personne a fait cette demande sur Twitter où elle nous explique que dans les prochains documents d'identité, il ne faut pas effectivement mentionner si la personne est un homme ou une femme, puisque dans certains cas, c'est une souffrance pour ces personnes qui auraient le sentiment d'être nées dans le mauvais sexe. Alors, comme l'a dit très bien Heinrich auparavant, ça me permet de rebondir là-dessus, moi-même, j'ai travaillé à la police comme porte-parole, hein, j'ai jamais eu de fonction, j'étais civil. Néanmoins, comme porte-parole de la police, eh bien, parfois on doit diffuser des communiqués pour retrouver les personnes, des avis de disparition. Et c'est vrai que si vous faites un avis de disparition pour retrouver une personne qui, par exemple, a fui le foyer dans une crise de démence, etc., et que vous décrivez la personne telle qu'elle se perçoit, donc dans le domaine de la pensée, et non pas telle qu'elle est biologiquement, si la personne a l'impression d'être un kangourou de 3 ans qui marche sur les mains, alors qu'il s'agit, je ne sais pas, d'un homme blanc de 190 kg, bah, vous avez moins de chances de le retrouver. Donc, dans une certaine mesure, on est quand même tributaire, dans une large mesure même, on est quand même tributaire des réalités qui sont immédiatement observables. Eh bien, pour les personnes qui défendent ces théories du genre,
dans la mesure où c'est une souffrance d'avoir le sentiment d'être né dans le mauvais sexe, eh bien il ne faudrait pas blesser les gens et il faudrait les décrire telles qu'elles se perçoivent. Et de là naît ces exigences que vous avez peut-être déjà vues, où des personnes disent « Oui, moi le pronom, alors j'aimerais pas qu'on dise « il » parce que je me sens que partiellement homme, donc on va inventer son propre pronom, donc on va également déstabiliser le langage par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que peut-être vous vous souvenez de cette scène. Il y a 4 ou 5 ans, à la télé française, un homme barbu, chauve, refuse qu'on le genre, comme on dit, au masculin. Il dit « Je ne suis pas un homme, monsieur, je suis non-binaire ». À ce moment-là, tout le monde rigole. Cette image fait le tour de tous les réseaux sociaux et tout le monde rigole. 4 à 5 ans plus tard, c'est devenu une réalité légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux aller demain à l'état civil, dire « Bonjour, je suis une femme ». Oui, l'officier ou officière, je ne sais pas comment on dit, d'état civil, eh bien, n'a pas de questions à poser. C'est une réalité qu'elle doit sanctionner. Enfin, elle doit simplement faire les démarches administratives pour que ça change. Quand bien même, j'ai pas de processus médical en cours ou quoi que ce soit. Donc on est entré, on peut se dire qu'on est dans un délire, mais ce délire a débouché sur des réalités légales auxquelles vous êtes tous soumis. Hein. Donc voilà, c'est un petit avertissement qui est intéressant. 2 observations. Vous avez souvent entendu parler des non-binaires. Alors là, je vous ai mis un portrait caractéristique d'une personne non-binaire. Enfin, j'imagine que cette personne est non-binaire, en tout cas, elle y ressemble. Avec le pronom, hein, puisqu'une personne non-binaire, il s'agit de dire « yel », commencez pas, il ne faut pas prendre de risques. Bon, ce qui est intéressant avec la notion de binarité, c'est que nous avons grandi dans un monde où la binarité s'exprimait sous la forme de la séparation homme-femme. Et avec parfois évidemment des réalités un peu entre deux. Toutes les civilisations dans l'histoire ont connu des travestis, c'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, jamais ces personnes n'avaient l'impression de former un sexe à part. C'était une réalité sociale, si vous voulez. Et nous sommes passés de cette binarité structurante homme-femme à une autre binarité qui oppose les personnes cisgenres, les personnes qui sont en adéquation avec leur sexe, aux personnes fluides, c'est-à-dire les personnes qui estiment qu'elles peuvent passer de l'un à l'autre et devenir ce qu'elles veulent. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on ne quitte jamais la binarité, simplement on est passé d'une binarité à une autre. Et dans ce cas de figure, il y a une situation que je trouve encore plus intéressante, c'est la situation des homosexuels. Pendant, on va dire depuis les années SIDA, depuis le début des années 80, les personnes homosexuelles étaient perçues pratiquement comme des révolutionnaires. D'ailleurs, on avait des fronts, dans les années 70 même, on avait des fronts d'action révolutionnaires homosexuels qui se calaient sur des demandes, sur des impératifs et des objectifs marxistes. Aujourd'hui, l'homosexuel cisgenre, c'est-à-dire par exemple l'homme qui ne veut coucher qu'avec des hommes, ou la femme qui ne veut coucher que des femmes, eh bien cette personne est dans la peau de la personne réactionnaire de demain. Parce que pour être homosexuel, il faut admettre qu'il y a une séparation des sexes. Si une femme dit « moi je ne couche qu'avec des femmes », eh bien on lui fera difficilement avaler que si un homme met une perruque et se sent femme, elle devrait avoir envie de coucher avec cette personne. Donc il y a une évolution dans la société du statut finalement de la personne homosexuelle, et on le voit notamment en Angleterre où ça a été très fort, avec des militantes lesbiennes qui se sont retrouvées à devoir se défendre de ne pas être transphobes puisqu'elles n'avaient envie de coucher qu'avec des femmes. Donc il y a le progrès fait rage, comme disait Alexandre Vialat. Le progrès fait rage. Voilà, on va passer sur la deuxième réalité que je trouve très intéressante également, c'est ce qu'on appelle la théorie hypercritique de la race. Dans cette théorie, la blanchité qui est dominante dans notre société, puisque il y a une majorité de blancs, cette blanchité est perçue comme toxique, c'est-à-dire qu'à travers la blanchité s'expriment des privilèges que d'une manière ou d'une autre on cherche à réinvestir pour perpétuer des schémas de domination. C'est une théorie qui est intéressante puisque, comme vous le voyez là, moi j'écris qu'il s'agit d'un racisme peut-être qui ne dit pas son nom. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple dans le contexte des études, certaines personnes ont dit que l'idée de faire silence quand quelqu'un parle, ce que vous faites tous admirablement bien d'ailleurs, hein, eh bien, cette idée-là, c'est l'affirmation d'une manière d'être blanche.
Et l'idée également je ne sais pas, d'arriver à l'heure, ce sont des codes de comportement blancs. Et donc il faut laisser ça aller, il faut accepter d'avoir 2 heures de retard parce qu'il faut être ouvert et accepter tout le monde. Et ce qui est intéressant, et ce en quoi il s'agit d'un racisme inversé, à mon sens, c'est qu'en creux, ce qu'on dit, c'est qu'une personne, en fonction de sa couleur de peau, n'est pas capable d'arriver à l'heure, n'est pas capable de faire silence quand quelqu'un parle et n'est pas tout simplement capable d'être poli. Et donc c'est intéressant de voir comment une extrême débouche sur les mêmes réalités que celles qu'elle croyait combattre. Dans une perspective catholique, je pense que la notion de race, la notion de couleur de peau, est une réalité qui est surinvestie. Ce que je veux dire, c'est que la race, dans une notion catholique, est un accident. Accidit, en latin, ça veut dire ça vous tombe dessus. Alors, comme on est dans un cadre où on aime bien le latin, ça me permet de réviser mes cours, mais c'est intéressant parce que cette notion de ça vous tombe dessus, eh bien c'est une chose qui existe, une chose qu'il ne s'agit pas de nier, mais c'est pas une chose qui entraîne une fierté complètement dingue, ni évidemment une honte qui n'a pas lieu d'être non plus. Or, dans le wokisme, la couleur de peau qui est la vôtre est une réalité qui est surinvestie, elle est porteuse de beaucoup plus de signification que ce que dit le catholicisme, à mon avis, qui défend la diversité, qui ne défend pas la disparition de tous les peuples, ce que d'aucuns appellent le remplacement, défend une unité, mais dans une diversité, dans une universalité. Et je dirais que le catholicisme, par rapport à ça, présente un point d'équilibre qui a été complètement perdu dans ces théories hyper critiques de la race. Pour être un tout petit peu plus rigolo, on va parler de cette dame qui s'appelle Rachel de Lézal, enfin je n'ai pas le courage de bien le prononcer, et cette dame, pendant plusieurs décennies, ça a été la porte-parole des Afro-Américains. Et puis, il y a un problème, c'est qu'après 20 à 30 ans, on a découvert qu'elle était blanche. Donc pendant toutes ces années, le roi, il était devant vous, il était nu, et personne n'avait vu que c'était le cas. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est que du moment où on a découvert qu'elle n'avait pas d'Afro-Américain dans sa famille, on lui a dit, mais tu es complètement disqualifié pour le poste. Tu ne peux pas défendre ce qu'elle faisait peut-être bien dans une perspective militante, je ne saurais pas le dire, mais on lui a dit qu'elle ne pouvait pas parler au nom des Afro-Américains parce qu'elle était blanche. Or, on voit que dans ce cas-là, le biologique occupe un rôle fondamental. On dit à cette personne qu'elle a le droit de dire une chose ou l'autre en fonction de sa couleur de peau. Donc il y a un déterminisme, il y a des obligations qui vont avec la couleur de peau. Or, qui est un donné biologique. Or, ce qu'on a vu dans le transgenrisme, c'est qu'une personne pouvait être reconnue par la société en tant que femme, bien que n'étant absolument pas une femme, à part dans son esprit. Donc c'est un premier point sur lequel je veux m'arrêter, c'est que dans un cas, le biologique n'a plus aucun sens, c'est dans l'idée du genre déconnecté du sexe. Et dans un autre cas, la notion de la race, un donné qu'on peut juger plus ou moins important, mais qui est en tout cas plus ou moins accidentel à mes yeux, vient restreindre le champ des possibles. Donc on a un rapport à la biologie qui est extrêmement contradictoire à travers deux réalités qui sont pourtant assimilées à du wokisme. Donc ça montre que le wokisme est déjà un alliage un petit peu peut-être artificiel. Je vous donne un autre exemple avec ce joueur de basket. Je vous laisse y jeter un coup d'œil, je bois juste un peu d'eau, et vous me direz dans 20 secondes ce qui vous frappe chez lui. Voilà, pourquoi a-t-il fait polémique ? Voilà, effectivement, il faisait de l'appropriation culturelle. Donc ce joueur qui s'appelle Jeremy Lin, qui est un joueur de basket NBA, là à ce moment-là il jouait dans l'équipe de Brooklyn, et puis comme vous le voyez il porte des dreads. C'est une coupe de cheveux qui est assimilée à la culture Rastafari, qui est jamaïcaine, et lui à l'évidence n'a pas beaucoup de Jamaïcains dans ses ancêtres. Et donc il y a eu une polémique nationale sur le fait que ce bonhomme ose lui-même porter des dreads. Donc c'est un exemple intéressant parce que on n'est pas dans le cas du dominant, hein, dans la perspective woke, qui est généralement le blanc pour eux, mais on est déjà dans le cas d'une personne racisée, et qui elle-même fait de l'appropriation culturelle. Donc je trouve que c'est un exemple assez frappant, et ça avait enclenché une polémique nationale.
parce qu'il y avait une autre question qui s'ajoutait à ça, c'est que les personnes d'origine asiatique, notamment dans le basket américain, souffrent elles-mêmes beaucoup du racisme qui est souvent assez fort chez les Afro-Américains à leur rencontre. Voilà, petit exemple des extrêmes auxquels peuvent nous mener ces notions d'appropriation culturelle. Voilà, alors peut-être deux questions que je synthétise là pour peut-être qu'on en discute dans la continuité de cette présentation. C'est effectivement la question d'un nationalisme inversé qui serait à l'œuvre dans le wokisme, parce que quand dans le camp national on dit qu'un noir ne peut jamais devenir européen, par exemple, eh bien est-ce qu'on ne fait pas autre chose qu'un woke qui nous dit qu'un blanc n'aurait jamais le droit de faire des rouleaux de printemps? Est-ce qu'on n'est pas dans la même logique? Est-ce qu'on n'est pas dans un surinvestissement de questions qui finalement n'ont pas tant d'importance que ça? Donc là j'ai mis l'exemple d'un blanc qui jouerait du reggae, qui est un exemple sur lequel on va s'arrêter après. Et puis ce que je propose comme réponse évidemment, eh bien, c'est l'équilibre catholique, c'est-à-dire que les hommes certes peuvent être frères, et pas citoyens du monde, mais ils peuvent être frères, mais ils peuvent être frères uniquement en quelque chose qui vient transcender les différences qui sont à préserver puisqu'elles font de la diversité et la richesse de ce monde. C'est cette phrase de Saint-Exupéry dans un livre que j'aime infiniment qui s'appelle Pilote de guerre, où Saint-Exupéry dit que les hommes ne peuvent être frères qu'en quelque chose qui les dépasse, en gros dans l'idée d'un Dieu. Quand on n'est pas dans cette réalité-là, eh bien je crois qu'on est dans la réalité qu'a décrite Ramu, qui est notre grand poète national, à savoir que les hommes sont posés les uns à côté des autres, sans savoir communiquer, puisque finalement ils n'ont plus grand-chose en commun. Voilà, je vous ai parlé de blancs qui jouaient du reggae. Voilà, ça c'est un exemple avec un groupe qui s'appelle Lauvarm, enfin je ne sais pas comment prononcer, il y a des germaniques dans la salle. C'est un groupe, donc c'est ce qu'on appelle des gauchistes, quoi. Et pendant des années, ces bonhommes, ils ont joué du reggae, et ils étaient à la pointe du progrès, puis c'était des blancs avec des dreadlocks qui jouaient du reggae. Et puis, polémique nationale depuis 1 année et demie, puisqu'on a découvert que des blancs qui jouent du reggae, c'est de l'appropriation culturelle. Donc ces bonhommes ne peuvent plus jouer nulle part. Donc voilà, moi je me posais la question, on en discutera peut-être après, mais est-ce que finalement vous n'allez pas finir par les inviter chez Civitas, puisqu'il y a bientôt plus que chez vous qui pourront jouer. Pour aller plus loin que la boutade, à Neuchâtel, on avait un artiste reggae blanc qui était aussi assez connu, et dont je tairai le nom, et qui gagne désormais sa vie en donnant des cours de guitare aux gamins. Il n'ose plus monter sur scène parce qu'il sait qu'il va se faire jeter des patates. Et donc voilà, ou des œufs. Donc voilà, c'est ça la réalité dans laquelle on est entré, c'est-à-dire que l'intolérance à l'évidence a quand même pas mal changé de camp. Voilà, on entre dans la troisième et dernière des réalités sur lesquelles se penche Bronstein. On verra après qu'il y en a d'autres. C'est le règne de l'épistémologie devenue folle. L'épistémologie, c'est la philosophie des sciences. Ce qu'on fait en épistémologie, c'est qu'on s'intéresse aux conditions de production de la preuve scientifique. Alors moi, comme j'ai fait philo à l'Uni, un des premiers textes que j'ai lus, c'était un texte sur la manière dont on cultivait des huîtres ou des moules, je ne sais plus où. Et puis des scientifiques de renom nous avaient montré qu'on pouvait en cultiver, je ne sais pas comment on dit ça, dans un coin de Bretagne. Et curieusement, il y avait un intérêt industriel pour qu'on développe ça dans la région. Il y avait des investisseurs. Et donc, ils avaient montré que c'était le cas, sauf que c'était absolument pas le cas, mais qu'en respectant tous les codes scientifiques, on était arrivé à une erreur manifeste. Or, là-dedans, le rôle de l'épistémologie est d'interroger la manière dont on a pu construire une preuve fausse. Alors, comme ça, vous voyez peut-être pas le lien avec le wokisme, c'est-à-dire que cette épistémologie est devenue folle dès lors qu'on dit qu'il n'y a plus de vérité objective universelle, mais uniquement des savoirs situés, uniquement l'expression de vos rapports de domination. Quand vous êtes scientifique et que vous arrivez à une preuve, ce que vous exprimez n'est pas une vérité objective, quand bien même vous avez respecté tous les codes universitaires de la duplication, de la réfutation, de la démonstration de la preuve, toutes ces choses-là, eh bien, ça ne suffit pas, parce que derrière, il y aura toujours le fait que vous êtes parfois un homme, quinquagénaire, blanc, donc un salaud qui ça se trouve, fait du golf qu'il faudra aller saccager avec vos amis qui défendent le climat. Et donc, effectivement, il y a cette question qui est de savoir pourquoi l'université n'arrive pas à faire face. Pourquoi l'université, qui est le lieu du savoir, n'arrive pas à faire face à ces gens.
Eh bien moi je pense que c'est parce que l'université elle-même a basculé dans le relativisme total à l'université. Vous ne pouvez plus dire qu'il y a une vérité, que vous défendez une vérité scientifique. Vous devez tenir compte du fait qu'il y a des sensibilités, il y a telle ou telle communauté, il y a le groupe des étudiants de telle ou telle sensibilité, etc. Et donc je crois qu'on a détruit l'idée de lien commun jusque dans le cadre universitaire. Pour autant, cette lecture hyper critique des preuves et des vérités scientifiques, eh bien, peut-être que ça vous semble absurde qu'on aille dire que oui, 2 et 2 font 4, il faut déconstruire cette vérité, c'est pas si sûr que ça, etc. Mais néanmoins, vous avez... alors j'ai pris 2 exemples, je suis allé droit dans le lard, hein, je peux pas aller plus à fond. J'ai pris l'exemple des masques Covid. Durant les premiers mois du Covid, vous avez des scientifiques de renom qui vous ont dit que les masques ne servaient à rien. Ils ont même dit qu'ils étaient dangereux. Et puis 6 mois plus tard, les mêmes personnes, avec la même aura et la même crédibilité, vous ont dit que c'était la solution à tous les problèmes du genre humain. Ben, l'épistémologie, dans ce sens-là, elle serait hyper critique, mais elle ne serait pas forcément sans intérêt. Il s'agirait de savoir, effectivement, à quel besoin répondait la preuve scientifique qu'on vous a servi dans un premier temps, à savoir que ça servait à rien, et dans un deuxième temps, à savoir que ça servait à tout. Une chose ne peut pas être tout et son contraire. Enfin, c'est le principe de non-contradiction qu'on trouve déjà dans la métaphysique d'Aristote. L'autre cas, pour prendre un exemple plutôt dans les sciences humaines, le cas Ukraine-Russie. Certainement que des personnes parmi vous ont des opinions très très polarisées sur cette question. C'est pas mon cas, je suis désolé. D'avoir fait un sport russe m'amène peut-être à un petit pas de retrait. Mais enfin, néanmoins, à quel moment dans la société s'est imposée l'idée selon laquelle il y a des gentils et des salopards? Pourquoi un discours de sciences humaines va aboutir sur une explication où il n'y a plus de nuances? Donc, dans ce sens-là, l'épistémologie est précieuse et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et surtout, j'ajouterais, je pense qu'il ne faut pas y répondre avec quelque chose qui s'apparente à une sociologie de bazar. C'est une tentation qu'on a souvent, c'est qu'au lieu d'entrer dans la complexité des choses, au lieu d'entrer dans l'analyse des rapports de force, eh bien on va dire « Ah oui, mais c'est comme ça parce que derrière, il y a ces gens-là ». Une fois qu'on a dit ça, moi je crois qu'on n'a rien compris. On s'est satisfait d'une explication qui ne va pas au bout des choses. Et c'est pourquoi, effectivement, par rapport aux 2 premières réalités que dépeint Bronstein, eh bien, je pense que peut-être j'aurai une plus grande indulgence vis-à-vis de cette épistémologie des sciences. Et j'ajouterais que dans le wokisme, alors on a tous envie souvent de ridiculiser les gens, etc. Et pourtant, dans le wokisme, il y a quelque chose comme un élan de l'âme qui est assez sain. Il y a une charité qui est devenue folle. Il y a une vertu chrétienne devenue folle, pour parler avec Chesterton. L'envie de ne pas blesser, personne n'a envie de blesser. Mais parfois, si vous élevez des enfants, vous avez conscience qu'il faut être un peu dur, vous allez les mettre en colère, vous allez les faire pleurer, mais c'est pour un bien supérieur. Eh bien, je crois que c'est une sensiblerie qui s'est emparée de notre civilisation et qui nous empêche simplement de dire la vérité. Je mentionnais 3 réalités qui sont oubliées, à mon avis, de la description de Bronstein. C'est l'animalisme, pour commencer. Donc moi, qui étais un journaliste du système, comme on dit, eh bien, j'ai vu au début des années 2010 des militants animalistes entrer dans mon métier. Donc ce sont des gens qui étaient véganes, militants, et qui ne proposaient des articles que là-dessus. Et puis, quelques années plus tard, j'ai vu des gens qui sont venus, par exemple, pour parler uniquement de climat. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui vient parler uniquement de transgenrisme. Néanmoins, pourquoi cet animalisme, cette idée d'une égalité fondamentale entre l'homme et l'animal n'entrerait pas dans l'idée de wokisme? Ça correspond aux mêmes critères, c'est-à-dire refus de la limite entre l'homme et l'animal, refus de la distinction, sensiblerie poussée à l'excès. On pourrait tout à fait placer ça dans le même cadre. De la même manière, on pourrait parler du cosmopolitisme, c'est-à-dire l'idée que toutes les frontières sont néfastes, sont des productions artificielles qu'il faut détruire pour que nous vivions tous comme frères, etc. On a la même chose, sensiblerie, refus de la limite. Sensiblerie et refus de la limite, à mon avis, dans l'exemple extrême, à travers le transhumanisme, la limite des limites dans notre vie, c'est qu'à un moment on va finir dans une planche en bois, quoi. Enfin entre 4 planches en bois. Le transhumanisme, qui ne peut pas accepter le tragique de l'existence, qui est pourtant notre condition sur cette terre, eh bien, va vouloir repousser la mort, va vouloir vaincre la mort. Et donc il y a un élan prométhéen qui est également à l'œuvre dans les autres réalités qu'on assimile
à du wokisme. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on a une définition qui est peut-être un peu étriquée et d'autres réalités qu'on pourrait tout aussi bien assimiler à du wokisme. Et le fait que ça soit flou, le fait qu'on ne puisse pas dire ce qui y appartient ou ce qui n'y appartient pas, eh bien ça montre bien que c'est une notion qui n'a pas beaucoup de consistance. Moi je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler du wokisme au boulot. C'était une jeune femme charmante d'ailleurs, gentille comme tout, qui avait regardé un film du début des années 2000, c'était une comédie pour ados, c'était American Pie, qui datait à peu près du jour de sa naissance. Quoi. Enfin, et là, elle le découvrait 20 ans plus tard, elle m'a fait la liste de toutes les choses qui l'avaient choquée dans le film. Donc la fille avait regardé une comédie pour lister tous les trucs qu'elle a choqués. Ce qui montre déjà comment on se marre avec cette génération. Et donc elle m'avait expliqué qu'il y avait des problèmes parce qu'il y avait du validisme, donc il y avait des blagues sur les personnes handicapées, il y avait de la transphobie, il y avait de l'homophobie, il y avait de la grossophobie, enfin elle m'avait fait la liste de toutes les phobies qu'elle avait trouvées dans son truc. Et à ce moment-là, elle m'a dit, bon c'est vrai que moi je suis un peu sensible à ça parce que je suis encore assis dans tout ce qui est woke. Et je me souviens vraiment qu'elle avait vraiment dit, je suis dans tout ce qui est woke. Et cette incapacité à définir ce qu'était le wokisme, déjà à ce moment-là, alors que les militants woke pouvaient encore se revendiquer de cet état d'esprit, montrait déjà qu'on était dans un ensemble qui était un peu flou, qui était un peu mouvant, et qui désignait, à mon avis, essentiellement une vague sensiblerie. Donc, en ceci, je pense qu'il n'est pas tout à fait faux de dire que nous vivons dans un monde qui est saturé de vertus chrétiennes, devenues folles, parce qu'elles vivent isolément les unes des autres et qu'elles ne sont plus rattachées au tronc commun qui était le catholicisme et qui donnait une cohérence. Et puis si on pousse la réflexion un peu plus loin, eh bien je crois que nous sommes aujourd'hui entrés dans ce que j'appelle un cartésianisme sous stéroïdes. Alors vous voyez le sportif qui parle, même si je précise que je n'ai jamais pris de stéroïdes. Pourquoi cartésianisme? Alors vous connaissez sans doute la figure de Descartes. Descartes, c'est quelqu'un qui a tout reçu. C'est un des plus grands esprits de son époque, c'est un mathématicien, un scientifique, les meilleures écoles, les meilleurs bouquins, tout ce que vous voulez. Et ce bonhomme qui vivait dans ce que Madiran, qui est un auteur catholique que je vous invite à découvrir, appelait l'impiété filiale, ce bonhomme dit « tout ce qu'on m'a enseigné, tout ça, je veux le rejeter. Et je veux refonder la réalité, refonder le réel à travers une philosophie qu'on ne puisse pas mettre en question, qui soit fondée sur un principe qui soit indubitable. » Alors ce que Descartes fait, c'est qu'il se fout dans sa chambre, et il a une bougie devant lui, puis il se dit, bon voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe? Je vais refonder la philosophie moderne. Et donc il découvre qu'il a froid, mais il se dit, bon, mes sens peut-être me trompent, peut-être que c'est moi qui ai froid, mais il fait pas froid. Il se dit, j'ai soif, mais peut-être que c'est mes sens qui me trompent, j'ai déjà bien assez bu, etc. Et la conclusion à laquelle il arrive, c'est que la seule vérité, la seule certitude qu'il peut avoir, c'est que quelque chose ponce en lui. C'est un être ponçant. Et donc, Descartes arrive à ce moment-là à cette notion cette phrase que vous connaissez certainement pour la plupart, du cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Et donc, Descartes va fonder tout le réel à travers la pensée. Et c'est une bascule fondamentale. C'est-à-dire que pendant des décennies, pendant des siècles d'histoire chrétienne, le réel primait sur la pensée. Si vous étiez un homme ou une femme, vous pouviez vous sentir ce que vous voulez, vous étiez un homme ou une femme aux yeux de la société. Et dès Descartes, on est entré, alors ce n'était pas la volonté de Descartes évidemment, mais on est entré dans une société qui est fondée sur le primat de la pensée, sur les réalités objectives. Et ça, c'est une bascule qui est fondamentale. Et dans ce sens, je pense qu'on peut dire que nous sommes passés de « je pense, donc je suis » à « je ressens, donc c'est à la société de s'adapter » et de mettre des choses en place pour que je ne sois pas heurté, pour qu'on respecte ma sensibilité, etc. Donc nous vivons dans cet état d'esprit qu'a beaucoup analysé cet auteur qui s'appelle Descartes, qui a beaucoup travaillé sur Descartes, qui a beaucoup critiqué Descartes. Donc lui-même était un penseur néothomiste, c'est-à-dire quelqu'un qui défendait le réel par rapport à ce monde un peu artificiel, d'abstraction dans lequel vivent souvent les militants. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui est saturé d'abstraction. On poursuit des idées qui ne se réfèrent pas à des réalités. Ces idées, c'est le progrès, la liberté, enfin, des concepts comme ça. Alors qu'il y a des réalités organiques, des réalités qui font partie de l'expérience humaine depuis toujours, et qui, elles, ne peuvent pas être remises en question et dont on ne parle plus. Ce que je veux dire, c'est que pendant que des gens très bien élevés et très instruits poursuivent le progrès, la science et la liberté, il y en a d'autres qui se demandent comment ils vont payer leur facture de fin de mois. Ça, c'est le réel.
Les réalités organiques dans l'expérience humaine, c'est la famille, c'est la profession, c'est la foi. Pourquoi la foi? Ma femme m'a posé la question ce matin, elle m'a dit mais la foi c'est quelque chose de tout à fait artificiel, c'est pas une réalité naturelle. Eh bien moi je crois pas, je crois qu'il y a, avant l'ère moderne, il n'y avait pas un seul peuple qui ne priait pas avant de manger. Et donc la foi est une disposition d'esprit qui est intrinsèque à l'espèce humaine. Eh bien on l'a oublié là aussi, parce qu'on poursuit d'autres abstractions. Et donc la finalité de tout ça, c'est que nous vivons dans un monde qui, pour une large part, est un monde qui n'est pas réel, c'est un monde qui est fantasmé, c'est un monde où des combats complètement déconnectés, des priorités des gens font rage. Si vous voulez, quand vous avez de la peine à... Quand achetez 3 cervelas pour vos gamins, ça vous coûte 50 francs. Bon, savoir si vous êtes plutôt by gender ou agender, je veux dire, on y réfléchira demain, quoi. Déjà, il faut bouffer. Donc, on a un univers fantasmé qui se retourne contre le monde réel. Et parfois avec des conséquences extrêmes. Là, je vous ai mis ce portrait de... Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent norvégien dans la salle. On va dire Jørund Victoria Alm. J'ai fait des compétitions en Norvège, donc peut-être quelque chose est resté. Cette personne, c'est un homme valide. Voilà. Et donc, voilà. Mais lui se perçoit comme femme handicapée. Donc, il porte des robes et se promène en chaise roulante. Et la question que tout ça pose, c'est au nom de quoi la société va faire face à ça? Si les réalités objectives n'ont plus de sens, comment on va s'opposer à ça? Eh bien, on le pourra uniquement si, en tant que société, on définit qu'il y a un bien commun, qu'il y a un objectif qu'une société doit poursuivre, qu'il y a des réalités objectives que la société a pour mission de défendre et qui doivent primer sur les perceptions individuelle. Parce que là, la personne est en chaise roulante, ce qui à la rigueur est un peu ridicule, mais pas encore dramatique, mais vous avez des gens qui se disent « Ah oui, mais moi je me perçois comme personne cul-de-jatte, donc j'aimerais vraiment qu'on me coupe la jambe, parce que je me suis jamais senti en adéquation avec cette jambe entre ». Mais si votre société est saturée de relativisme, si vous n'avez pas d'idée qu'il y a un bien commun que la société doit poursuivre, au nom de quoi allez-vous dire à cette personne « Non, tu ne te feras pas amputer ». Cette personne dira bah, « C'est mon bonheur individuel d'être amputé ». Et donc vous devez dire qu'il y a quelque chose qui doit primer sur le désir de la personne. Et donc évidemment la question absolue, pour moi la question, je dirais celle qui me touche le plus en tant que père, c'est la question des enfants trans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les copains de nos gamins ont parfois des téléphones à 8 ans, 8-9 ans. Et ils vont faire des tests, ils vont aller, je sais pas, sur TikTok, sur Insta, enfin sur les réseaux sociaux, pour faire des tests qui leur montreront que oui, tu es 65% homme et 35% femme, alors que je sais pas, c'est une fille qui a fait ce test. Et bien là, l'enfant, n'ayant pas conscience des hiérarchies, du statut de la personne qui lui parle, qui ça se trouve être un autre gamin, on ne sait pas qui y a derrière le compte, et bien cette personne va rentrer à la maison et dire « Oh, je suis 65% femme, il faut que je prenne des bloqueurs de puberté ». Enfin, ça peut aller très vite si vous n'avez plus de hiérarchie et si vous n'avez plus des gens qui définissent qu'il y a une ligne, qu'il y a un ordre des choses. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des personnes qui ont de la souffrance, qui sont mal dans leur peau, tout bêtement, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Mais la question est de savoir comment on fait en tant que société face aux personnes qui vont encourager ce malaise parce qu'elles ont quelque intérêt à ce qu'il existe. Et cette question, comment y faire face, c'est une question que moi je me suis souvent posée. Parce qu'on est souvent très fort pour dire ce qui ne va pas, et on sait rarement dire ce qu'on doit y opposer. Moi comme journaliste, aujourd'hui je reçois à peu près tous les jours, j'ai pas regardé mon téléphone depuis quelques heures, parce qu'il y a du vin valaisan, enfin il y a des priorités, mais comme journaliste je reçois tout le temps des gens qui m'envoient des images la dernière statue dégueulasse qui va offenser la Sainte Vierge ou qui va montrer un homme enceinte, des choses comme ça. Enfin, enceinte, je pense qu'on n'adapte pas, mais je reçois tous les jours des choses comme ça. Et les gens qui me transmettent ça, ce qu'ils ont envie que je fasse en tant que journaliste et en tant qu'intellectuel, c'est de leur faire un papier pour dire « Ah bah oui, vous avez raison, c'est vraiment nul, et je vais les conforter dans leur opinion ». Et donc on traite l'intellectuel, disons conservateur, comme un égout. C'est-à-dire quelqu'un chez qui on fait passer le pire du pire pour que derrière on soit conforté, on se dise « Ah bah oui, tiens, c'est vraiment nul, c'est bien ce que je pensais ». Et vous n'avez pas besoin d'un journaliste pour savoir qu'une statue d'homme enceint, ben, c'est pas... je veux dire, c'est pas la Joconde, quoi. Et donc, je pense qu'il faut s'opposer à ça avec une autre disposition d'esprit. La perspective catholique
la perspective, je dirais, enracinée pour aller plus large, c'est une perspective qui est fondée sur l'émerveillement. À la base de tout combat, il y a la certitude que la vie est belle et mérite d'être vécue. Dès lors qu'on pense que la vie n'est pas belle et ne mérite pas d'être vécue, il n'y a pas de raison de s'engager dans un combat. On doit s'émerveiller d'être en vie, on doit s'émerveiller de vivre dans un monde qui a un ordre que Dieu a voulu bon. On doit s'émerveiller d'avoir du vin rouge, de la raclette et des cigares. Ça, c'était notre programme hier soir, c'est pour ça que je le mentionne. Mais on doit vivre dans la joie. On ne peut pas mener un combat à l'écart de la joie. Si vous vous levez matin, vous tirez la gueule parce que vous avez l'impression que le monde part à volo, vous n'allez jamais gagner. Et donc, on a identifié la racine du mal dans cette espèce de cartésianisme. Alors j'aurais pu parler de pseudo-gnose, de pensée du IVe siècle qui préfigurait Descartes. On peut aller beaucoup plus loin, mais je pense que Descartes était pour aller au plus simple, était vraiment le pivot, si vous voulez. On a identifié ces choses-là, mais aujourd'hui, eh bien, on a une réponse à apporter. Alors vous avez vu que je vous ai mis les noces de Cana. Pourquoi je vous ai mis ça ? Parce que moi, ce qui me touche dans ces épisodes de la foi chrétienne, c'est que le salut du monde se fait déjà en picolant. Pas uniquement, évidemment pas uniquement, mais je veux dire, il y a un art de la table qui est spécifiquement chrétien. Ce côté puritain où on va compter ce qu'il y a dans notre assiette et puis on va... C'est pas chrétien ça. Je veux dire, les tableaux, c'est fondateur ça. Regardez, il y a des couleurs, les gens ont l'air de se marrer. Je sais pas si vous avez déjà fait des séances de walk ou des séances où on vous apprend à coller des mains contre les routes. Hein. Mais vous n'allez pas vous marrer et puis vous n'allez pas bien bouffer. Donc, gardez ça en tête. Non, comme ça donne vraiment l'impression que j'ai juste envie de parler légèrement, mais je le crois vraiment. Je crois vraiment que c'est fondamental. Je crois qu'il faut cultiver la beauté aussi. Les Grecs disaient « kalos kagatos », ce qui est beau est bon. Et le beau est le véhicule du vrai. Le beau mène au vrai. Si vous vivez dans un monde moche, vous allez penser mochement. L'âme est le reflet... Si vous voulez, Plotin, qui était un philosophe néoplatonicien, disait « l'âme est et devient ce qu'elle contemple ». Contemplez la beauté, contemplez pas les égouts. Moi, c'est ma vocation comme journaliste, et je dois dire ce qui est. Parfois, je dois dire tristement la vérité triste. Voilà. Mais si je le fais uniquement pour m'arrêter là, je vais me flinguer. Je dois chercher des vérités plus hautes. Je dois avoir un aiguillon qui s'appelle la beauté et qui s'appelle l'émerveillement. Et je vous ai parlé avant de Chesterton, qui est mon auteur favori. Chesterton, bon, déjà, vous voyez le physique. Hein. Il n'a pas l'air de manger que du soja. Quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'en mangeait pas. Chesterton, qui est un auteur anglais, lui, son truc, c'était de picoler dans des tavernes jusqu'à des heures pas possibles. Généralement, il loupait le train, il n'arrivait pas à rentrer chez lui. Voilà, et c'est en fait son style de vie, alors qui n'est pas le mien, parce que moi je suis plutôt sportif, mais son style de vie, et ça me le rend très très sympathique, c'est presque un obstacle à sa canonisation, si vous voulez. Il picolait trop pour être un saint. Moi je trouve que c'est une merveilleuse manière de ne pas être un saint. Et donc Chesterton était un auteur qui a gardé toute sa vie un lien très fort avec l'enfance. Pourquoi l'enfance ? Parce que l'enfance, alors l'enfance c'est pas ce qu'on vous en dira, les enfants sont tellement fous, c'est de la connerie. Hein. Les enfants se foutent sur la gueule, ils se détestent, ils sont jaloux, ils sont méchants, voilà. Mais c'est les enfants, c'est comme ça. Mais en revanche, les enfants ont une faculté merveilleuse, c'est la faculté d'émerveillement. Tout est nouveau, enfin tant que vous leur avez pas mis des écrans entre les mains. Tout est nouveau, tout mérite d'être approfondi, tout mérite d'être compris. Et ce rapport de l'enfance au réel, c'est ça qu'on doit retrouver. La vie, dans une certaine mesure, doit aussi apparaître comme un jeu. La vie doit apparaître comme un émerveillement. Il y a une certaine frivolité, si vous voulez, même, qui fait partie de notre art d'être au monde. On va bien s'apprêter, vous aurez plus de joie si à la maison, vous ne promenez pas en training ou en pyjama pour regarder une émission débile sur M6. Buvez une absinthe, mettez-vous bien. Enfin voilà. Donc la spécificité catholique dans le combat, c'est d'abord, à mon sens, c'est aussi cet accent très fort qui est placé sur l'esthétique. Donc moi, je vous invite à répondre par une culture de l'émerveillement et je vous invite également à donner aux sens leur juste place dans l'économie du réel. C'est-à-dire que dans la pensée woke, comme je vous l'ai dit, c'est une pensée où c'est la pensée justement qui prime sur tout le reste. Et dans l'anthropologie chrétienne, les sens ne sont pas tout. Il y a une âme à sauver, mais les sens, le corps, n'est pas une réalité qu'il faut complètement évacuer. Sans quoi, on n'aurait pas parlé du corps mystique du Christ.
le corps, ou même Saint Paul, dans ses derniers textes, Saint Paul utilise des métaphores de sportifs. Saint Paul dit, j'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Enfin, je cite de tête. Mais enfin, il a recours à des métaphores de sportifs. Eh bien, ça montre que le corps n'était pas une réalité intrinsèquement mauvaise. Elle était une réalité qui avait sa dignité et qui devait être également préservée dans un ordre de hiérarchie qui évidemment menait à Dieu, qui est quelque chose d'un petit peu plus élevé que la bière fraîche au frigo quand vous rentrez à la maison. Voilà. Je vous invite, dernière chose, à vous méfier quand on vous parle du wokisme en tant que nouvelle religion. Notre religion, l'identité européenne, a créé des cathédrales, elle a créé de la beauté, elle a créé des œuvres d'art, elle a créé l'absinthe, elle a créé le vin rouge, elle a créé tout cet art de vivre. Le wokisme, cette sensiblerie, enfin le wokisme pris en tant que sensiblerie, comme je l'ai démontré, ne créera rien. Il déconstruira, il créera un univers hyper critique, moche, où on ne se marrera pas. Donc le wokisme, à ce titre-là, ne peut pas être une nouvelle religion. Ça n'est rien par rapport à une religion. Une religion, et même d'autres religions, même l'islam, a été constitutif d'un droit, d'un art. Je veux dire, l'art persan vaut très certainement l'art wok. Et donc, cette analogie, je vous invite à faire très attention avec ça. Et puis, dans la critique positiviste, qui est la critique d'un Bronstein, il y a cette idée que l'humanité, lorsqu'elle sera enfin débarrassée de la religion, eh bien, elle vivra dans un état où tout sera merveilleux et rationnel, etc. Eh bien, Chesterton répond admirablement bien à ça. Chesterton dit, lorsque l'homme cesse de croire en Dieu, ce n'est pas pour penser librement, c'est pour croire en n'importe quoi. Eh bien, je crois que, enfin, il disait ça à l'échelle d'une civilisation. Après, évidemment, qu'on a des athées, des agnostiques, ce que vous voulez, qui sont capables de penser droit. Hein, ça, c'est pas ma... Mais à l'échelle d'une civilisation, une civilisation qui perd cette référence, elle devient folle, et c'est malheureusement, je crois, ce à quoi nous faisons face. Et puis, c'est le quart d'heure autopromo. Donc, ben voilà, évidemment, moi je fais face à ça avec mes petits moyens et les plus gros moyens qui sont ceux de ma femme qui fait tout en fait, à part écrire. Et ce combat, ben voilà, moi j'ai décidé de le mener avec le peuple. Pourquoi le peuple ? Parce que je crois que l'incommunicabilité, je crois que la prolifération des lois qui vont restreindre nos libertés essentielles, eh bien, je crois qu'elle découle du fait que nous ne formons plus un peuple. Nous sommes posés les uns à côté des autres sans pouvoir communiquer. Or, la Constitution suisse dit... Le peuple est toujours une notion qu'on voit comme une notion communiste. Et la Constitution suisse dit, au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons. Donc le peuple est à l'origine de toute chose. Donc moi, pourquoi j'ai choisi ce nom pour mon journal, c'est parce que je crois effectivement qu'il faut recréer un peuple, il faut recréer une idée du bien commun, et il faut aussi savoir surmonter certaines divisions. Si des catholiques ne sont pas capables de se battre avec des gens qui sont, je ne sais pas, protestants ou quoi que ce soit, face à des choses qui sont objectivement monstrueuses et qui sont contraires au bien commun et à la loi naturelle, ben ça ne sert à rien de lancer le combat. Il y a un réalisme politique, un réalisme pragmatique qu'il faut aujourd'hui prendre à bras le corps, si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais avec mon journal. Voilà. Alors, à ce stade, j'ai pas du tout, j'ai fait quoi, 1 heure et on est où ? Bon, voilà, j'ai pas regardé ma montre. Moi, j'ai une question pour vous, c'est une question qui revient souvent quand je suis invité à parler de wokisme. C'est cette question-là, est-ce que pour vous, le wokisme est un nouveau marxisme ? Et ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Et je vous laisse y réfléchir un quart de seconde, comme ça je bois un petit verre d'eau, si vous permettez. C'est une idéologie bien plus insidieuse et bien plus violente que le marxisme. Parce qu'elle touche à la nature humaine. Ce que ne faisait pas le marxisme, ne détruisait pas la nature humaine. Alors, il n'inversait pas métaphysiquement la nature. Il n'y avait pas d'inversion métaphysique. Le marxisme, dans une certaine mesure, est allé contre des structures humaines fondamentales, notamment la famille. Au niveau naturel du corps. Mais oui, au niveau du corps, effectivement. Un marxiste qui avait un corps qui était homme ou femme, qui s'appelait Yel. Alors voilà, c'est-à-dire que dans le réalisme soviétique, on a des haltérophilies qui ont des belles épaules et des bras qui vont bien, et puis on a aussi des marxistes au physique d'endive aujourd'hui. Donc on a effectivement, on peut être marxiste de bien des manières. Mais oui, tout à fait. Je dirais. Là, il y a une transgression naturelle.
Oui. Transgression artificielle, je veux dire, transgression au niveau de la nature, il y a une transgression. Oui. Et en fait, je crois effectivement que là on touche à un point essentiel, c'est que quand on fait cette analogie entre le marxisme et le wokisme, eh bien, ce qu'on manque, c'est que le wokisme se développe, enfin cette sensiblerie, les idées maîtresses, de refus de la frontière, quête de l'illimité, refus de la nature, du réel, etc. Tout ça s'appuie sur le développement du marché. Toutes ces idéologies, elles naissent au moment où, tiens, curieusement, il y a un marché pour ça. Et donc, là où je refuse effectivement moi aussi l'analogie avec le marxisme, c'est que dans une théorie libérale classique, on va dire qu'on a une offre pour répondre à la demande. Or, la spécificité du wokisme, de cette sensiblerie, c'est qu'elle dit que nous offrons des réponses à une demande, mais que le marché lui-même a suscité. Cette idée de changer, personne ne se lève un matin s'il n'a pas lu quelque part en se disant tiens, ça serait super aujourd'hui, j'aimerais changer de sexe. Il y a forcément un désir, quelque chose qu'on met dans la tête des gens, et puis je crois effectivement qu'on crée la demande pour justifier l'offre. Et je pense que c'est un point fondamental et qui doit nous inciter à être très prudents quand on fait cette analogie qui est fréquente avec le marxisme. Voilà. Donc c'était un point que je voulais faire et je vous remercie d'y avoir répondu.